Je poussai la porte d'entrée et fus assailli par l'odeur âcre de la peinture avant même de poser mon sac. Mes chaussures étaient encore humides de la pluie extérieure, mes bras lourds après 12 heures de service à la brasserie. Mais ce que je vis fit disparaître la douleur dans un unique choc d'incrédulité. 2 hommes en salopette se tenaient dans ma chambre, des rouleaux glissant de haut en bas sur les murs que j'avais peints en pêche quelques mois auparavant. Mes rideaux à fleurs gisaient froissés sur le sol, parsemés de gouttes de blanc. La commode que j'avais poncée et revernie pendant les week-ends était poussée au centre de la pièce. Des traînées de peinture marquaient déjà son vernis. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Que se passe-t-il ? Sylvie s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, les lèvres courbées en un sourire que je connaissais trop bien. C'était le sourire qu'elle affichait quand elle se croyait maligne. « Oh, Marine, dit-elle légèrement. Tu es rentrée tôt. Nous faisons juste quelques rénovations avant d'emménager. On a pensé te faire une surprise. » Son ton était désinvolte, comme si elle commentait le temps, comme si ses murs étaient les siens à changer. Le jeune peintre se figea en plein geste et me lança un regard désolé. Mais Sylvie ne sia pas. Mes jambes tremblaient sous moi. Pendant des mois, cette maison avait été ma promesse à moi-même, la preuve que des années d'heures supplémentaires et d'économie avaient un sens. Et la voilà, la traitant comme une toile pour ses propres projets. Je voulais crier, exiger une explication, mais tout ce qui sortit fut un murmure étouffé. Emménager. Sylvie inclina la tête, suffisante et certaine. Tu verras. Ce sera mieux comme ça. L'odeur de peinture fraîche tourbillonna autour de moi, et ma poitrine se serra comme si l'air lui-même se refermait. Je réalisai alors que ce n'était que le début. Les mots, emménager, s'accrochèrent à moi comme des vêtements mouillés. Et tandis que je me tenais dans cette pièce dévastée, mon esprit glissa en arrière vers le chemin qui m'avait mené ici. Pendant des années, j'avais vécu au jour le jour, pointant avant l'aube à la brasserie du quartier de la Bastille, le genre d'endroit où le néon ne s'éteignait jamais, et l'odeur d'huile de friture s'accrochait à votre peau même après une douche. Après chaque service, je ramassais les pourboires, comptais les pièces de 2 € de la caisse où j'avais travaillé, et glissais ce qui restait dans une petite enveloppe que je gardais cachée dans mon placard. Les prêts étudiants prenaient leur part en premier, puis le loyer de mon minuscule studio que je partageais avec un plafond qui fuyait et des murs en carton. Les charges, les courses, l'abonnement de bus chaque mois me donnaient l'impression de me vider lentement, mais j'avais appris à étirer 1 € jusqu'à ce qu'il plie. Les soirs de repos n'étaient pas pour le repos, mais pour des petits boulots, débarrasser les tables lors de réception, récurer des cuisines pour de l'argent supplémentaire, même du babysitting quand je le pouvais. Certaines semaines, je pensais que les économies n'auraient jamais d'importance. Mais je continuais. Quand mes amis achetaient de nouveaux vêtements, je raccommodais les miens. Quand mes collègues commandaient à emporter, j'emballais les restes dans des boîtes réutilisées. Chaque sacrifice avait un but. Puis, le jour de mes 26 ans, je signai les papiers pour un petit pavillon usé dans le 18e arrondissement de Paris. Ce n'était pas grand-chose, 2 chambres, un petit jardin, de la peinture écaillée sur le bardage, mais c'était le mien. Payé avec chaque euro que j'avais lutté pour conserver. Je me souvenais d'être resté debout dans le salon vide, écoutant le silence, réalisant que je m'étais enfin acheté une sorte de liberté dont personne ne pourrait me priver. Du moins, c'est ce que je pensais. Et maintenant, avec la voix de Sylvie résonnant dans le couloir, cette liberté me semblait glisser entre les mains. Après ce premier choc, Sylvie commença à apparaître plus souvent, sans jamais prévenir, se glissant dans mes week-ends comme si elle avait droit à cet espace. Au début, elle apportait du café ou un sac de courses, se présentant comme attentionnée, mais les conversations tournaient toujours allègres. « Tu as quoi, 27 ans » dit-elle un samedi, observant la garniture à moitié peinte sur laquelle j'avais travaillé. « Tu es trop jeune pour gérer toutes ces responsabilités. Les maisons ne sont pas comme les appartements, Marine. Elles engloutissent l'argent, et tu ne sais même pas dans quoi tu t'engages. » Je ravalai les mots que je voulais dire, que j'avais travaillé chaque heure pour cet endroit, que j'avais compté chaque centime et marché sous la pluie pour économiser sur le ticket de bus. Au lieu de cela, je me retrouvais à fixer la peinture écaillée sur mon pinceau, me demandant si elle n'avait peut-être pas raison. D'autres fois, elle tournait autour du sujet de mon travail. « Toujours à cette brasserie, ma chérie ?
Combien de temps penses-tu pouvoir tenir ça? Et si tu tombes malade? Et si quelque chose arrivait? La façon dont elle le disait me faisait serrer les poings parce que je m'étais posé les mêmes questions tard dans la nuit, allongée, éveillée sous le ronronnement du réfrigérateur. Quand David, son mari, vint, il ne prit pas la peine d'être doux. Il entra dans le salon et annonça: « Cet endroit marcherait mieux si nous aidions à le gérer. Tu n'as jamais été propriétaire. Les erreurs coûtent de l'argent, et nous pourrions éviter cela. » Je ris nerveusement, mais à l'intérieur, je sentis un gouffre s'ouvrir. Leur visite me laissait épuisée, remettant en question des choix dont j'avais été fière quelques jours auparavant. Le prêt immobilier était-il trop lourd pour moi? Le toit était-il pire que ce que je réalisais? Étais-je égoïste de vouloir faire cela seul? Au moment où il partait, je ne me sentais plus propriétaire de ma propre maison. Je me sentais comme une locataire attendant une approbation. Et quand Sylvie glissa sa main dans la mienne à la porte, serrant avec une fausse chaleur, je réalisai que je ne pouvais pas dire si elle offrait du réconfort ou resserrait son emprise. Un vendredi soir, je rentrai tard de la brasserie, les mains écorchées à force de récurer des casseroles, et remarquai que le canapé n'était plus là où je l'avais laissé. Il était incliné vers la fenêtre au lieu de la télévision. Une pile de mes livres de cuisine reposait en rangée nette sur la table basse, comme si quelqu'un les avait arrangés pour une exposition. Ma première pensée fut que j'étais trop fatiguée, que j'avais peut-être déplacé des choses et oublié. Mais le lendemain matin, la cuisine confirma la vérité. Mes épices avaient été réorganisées dans des bocaux assortis. Les étiquettes tournaient vers l'avant comme une étagère de magasin. Les casseroles que je gardais à portée de main étaient poussées dans des placards plus hauts. Même mes tasses à café, chacune ébréchée mais précieuse, étaient empilées dans le mauvais ordre. L'air sentait légèrement le parfum de Sylvie. Celui qu'elle portait quand elle voulait paraître organisée. La réalisation s'ancra en moi. Elle était entrée sans moi. Je vérifiai les portes, mais rien ne semblait avoir été forcé. C'est alors que le souvenir me frappa. 2 semaines plus tôt, Sylvie m'avait demandé si elle pouvait aller à sa voiture et avait eu besoin de mes clés pour récupérer quelque chose qu'elle avait oublié. Elle avait dû les copier à ce moment-là. Quand elle s'arrêta le week-end suivant, elle était tout sourire. « Tu devrais vraiment me laisser t'aider à garder cet endroit organisé. C'est trop pour toi seule. » Elle erra dans la cuisine, prit mon téléphone sur le comptoir et dit qu'elle devait vérifier quelque chose pour une recette qu'elle m'avait envoyée par SMS. Elle tapota et fit glisser son doigt plus longtemps que de raison, riant quand je lui demandai ce qu'elle faisait. « Ne sois pas paranoïaque, Marine. Tu es tellement tendue avec tes affaires. » Ces mots persistèrent après son départ. La maison ne semblait plus solide. Chaque fois que je tournais un coin, je me demandais ce qu'elle avait touché d'autre, ce qu'elle prévoyait de réorganiser. Je voulais exiger mes clés, lui dire que c'était ma maison, pas la sienne. Mais la pensée de sa réaction me tordait l'estomac. Au lieu de cela, je verrouillai la porte derrière elle et restai dans le couloir, fixant le trousseau de clés dans ma main, sachant que ce n'était plus le seul jeu. Après avoir découvert la vérité sur les clés, j'ai cessé de faire confiance à ma propre mémoire. Chaque matin avant de partir travailler, je prenais des photos avec mon téléphone, l'orientation du canapé, l'emplacement des tasses à café, la façon dont mes chaussures étaient alignées près de la porte. Le soir, je comparais les photos à ce que je trouvais en rentrant. Certains jours, rien n'avait changé. D'autres jours, un livre manquait à l'étagère ou les rideaux étaient attachés différemment. J'écrivais tout dans un petit carnet à spirale que je gardais sous mon matelas. Cet acte me procurait un étrange calme. Si Sylvie voulait réécrire ma maison, au moins j'en garderais une trace de l'ébauche originale. Un soir, après un double service, je racontai à Rose, la serveuse avec qui je travaillais depuis des années. Nous étions en train de nettoyer les comptoirs quand je finis par dire « Ma sœur est chez moi quand je n'y suis pas. » Elle a copié mes clés. Les yeux de Rose se plissèrent. « Marine, ce n'est pas juste un drame familial. C'est une effraction. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir. » Je haussai les épaules, gênée. Qui va me croire? C'est juste sa parole contre la mienne. Mais Rose n'était pas du genre à hausser les épaules. Le lendemain, elle griffonna un nom et un numéro sur une serviette. Maître Dubois,
avocat spécialisé en droit immobilier à Paris. Ma cousine l'a utilisé quand son propriétaire a essayé quelque chose de louche. Appelle-le. Je glissai la serviette dans ma poche, la faisant rouler entre mes doigts tout le service. L'idée d'impliquer un avocat me serra l'estomac, mais cela ressemblait aussi à une porte que je n'avais pas réalisé pouvoir ouvrir. Cette nuit-là, Rose me surprit à nouveau. Elle me tendit un petit porte-clés en laiton, du genre vendu dans les stations-service, gravé en lettres capitales, limite. Mets la clé de ta maison là-dessus, dit-elle. Ainsi, chaque fois que tu l'utiliseras, tu te souviendras à qui appartient vraiment la serrure. Le poids du laiton dans ma paume était plus lourd que sa taille. J'y attachai ma clé et la glissai dans ma poche, la tenant là comme si elle pouvait m'ancrer contre la tempête que je savais imminente. C'était un dimanche après-midi gris quand les coups retentirent à ma porte. J'ouvris et trouvai Sylvie sur le perron, 2 sacs de sport à ses pieds, ses enfants agités derrière elle. David se tenait en bas des marches, les bras croisés, observant comme une sentinelle. Nous devons emménager, annonça Sylvie, me dépassant comme si la décision avait déjà été prise. Le propriétaire nous a donné 3 jours pour partir. Nous n'avons nulle part ailleurs. Je la bloquai avant qu'elle ne puisse franchir le seuil. C'est ma maison. Tu ne peux pas juste arriver et décider que tu vis ici. Son sourire se fendit, remplacé par le tranchant que je connaissais trop bien. Marine, ne sois pas égoïste. Nous sommes de la famille. Tu as 2 chambres, et les enfants ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête. Vas-tu vraiment les repousser? Les enfants se tortillèrent mal à l'aise, sentant la tension, mais sans la comprendre. Ma poitrine se serra, mais je tins bon. Je ne les repousse pas. Je dis que vous ne pouvez pas emménager ici. Il y a d'autres options. Vous pouvez trouver un autre endroit. Demandez à la famille de David. N'importe quoi. Mais pas ici. La voix de Sylvie monta assez fort pour que les voisins l'entendent. Écoutez-la. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que notre famille a traversé. Elle claque la porte à sa propre sœur. De l'autre côté de la rue, Madame Moreau jeta un coup d'œil à travers ses rideaux et 2 hommes promenant leurs chiens ralentirent leurs pas. Mon visage brûlait, mais je me forçai à soutenir le regard de Sylvie. Tu as déjà franchi trop de limites, dis-je, d'une voix ferme. C'est ma maison. Je ne te laisserai pas la prendre. Pour la première fois, ses yeux vacillèrent avec autre chose que de la confiance, de la surprise, peut-être même la peur que sa performance ne fonctionne pas. Elle attrapa un des sacs, faisant signe brusquement à David et aux enfants de suivre. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle, sa voix basse, mais destinée à moi seule. Puis elle se retourna et descendit les marches. Ces mots résonnèrent encore à mes oreilles longtemps après que le son de leur voiture eut disparu de la rue. À l'intérieur, je m'appuyai contre la porte, le cœur battant, et sus que la refuser une fois signifiait qu'elle reviendrait seulement plus forte. La confrontation suivante n'eut pas lieu sur mon perron. Elle se manifesta sous la forme de papier plié, glissé dans mes mains lorsque Sylvie se présenta 2 jours plus tard, suffisante et décontractée, comme si rien ne s'était passé entre nous. Regarde, dit-elle doucement. Trop doucement. Je veux juste clarifier les choses. Je dépliai les papiers. Des captures d'écran imprimées de messages textes me fixaient, chacune estampillée de mon numéro. Viens vivre avec moi, Sylvie. La maison est trop grande pour une seule personne. Amène les enfants. On s'en sortira ensemble. Ma gorge se dessécha. Ce ne sont pas les miens. Elle inclina la tête, compatissante. Tu as dû oublier. Tu as été tellement stressée à travailler tous ces services. Les gens peuvent se tromper parfois. Puis vint une autre pile, des reçus pour une chambre complète, une télévision, même des ustensiles de cuisine. Chaque achat portait mon numéro de compte bancaire, le même compte dans lequel j'avais puisé avec parcimonie, celui auquel je pensais que seul moi avais accès. De rien, d'ailleurs, dit-elle. J'ai fait des améliorations qui nous profitent à tous. Le mot « nous » s'incrusta dans ma poitrine comme une épine. Après son départ, je m'assis à ma table de cuisine, fixant les preuves d'une vie que je n'avais pas choisie. Avais-je été négligente avec mon téléphone? Avait-elle deviné mon mot de passe? Plus j'y pensais,
plus les limites s'estompaient entre ce dont je me souvenais et ce que j'aurais pu négliger. Des rumeurs commencèrent à me parvenir par les voisins et les collègues. Madame Moreau me demanda si j'allais bien. Elle mentionna que Sylvie lui avait dit que j'oubliais des choses. À la brasserie, un aide-serveur plaisanta sur le fait que j'avais oublié mon tablier 2 fois la semaine dernière. Sylvie devait l'avoir amplifié cela aussi. À la fin de la semaine, je me surprenais à vérifier mon propre carnet, relisant les lignes que j'avais écrites juste pour être certaine qu'elles étaient vraies. Pour la première fois, je me demandais si elle n'avait peut-être pas raison, si je ne perdais pas plus de choses que je ne le réalisais. Mais quand je regardais le porte-clés en laiton que Rose m'avait donné, frais et solide dans ma main, je savais que je ne pouvais pas laisser ce doute être le dernier mot. Je portais les faux SMS et reçus à Paris, les mains tremblantes en les glissant sur le bureau de Maître Dubois. Il était calme, les cheveux gris, le genre d'homme qui ne parlait qu'après avoir pesé chaque mot. Il étudia les papiers, puis me regarda. « Ces messages ne sont pas authentiques, dit-il, tapotant l'un d'eux avec son stylo. Les métadonnées ne mentent pas. Il y a des marqueurs d'une conversation générée par une application. Si elle les présente au tribunal, nous pourrons les démonter. » Le nœud dans ma poitrine se desserra légèrement, mais seulement légèrement. Elle répand déjà des histoires selon lesquelles je suis instable. Les gens la croient. C'est pourquoi vous avez besoin de plus que votre parole. Documentez tout, photos, dates, heures, témoins. 2 voisins qui ont vu la dispute sur le perron, des collègues qui peuvent témoigner en votre faveur. Tout compte. J'acquiesçai, serrant plus fort mon carnet. Il se pencha en avant. Et une dernière chose. Changez vos serrures immédiatement. Chaque porte, chaque entrée. N'attendez pas. Cette nuit-là, je dormis à peine, retournant chaque son dans la maison, imaginant Sylvie se glisser avec sa copie. À l'aube, des phares balayèrent mon jardin et un pick-up cabossé s'arrêta. Marc, le beau-frère de Rose, sortit avec une boîte à outils. Il travailla rapidement, les mains sûres, passant de la porte d'entrée au portillon arrière, puis à l'entrée latérale que j'utilisais rarement. Je regardais chaque vieille serrure tomber dans son seau comme un poids mort. Quand il me pressa les nouvelles clés en laiton dans la paume, leur bord froid et coupant, je sentis un éclair de contrôle revenir. « Il vous faudra 3 jeux, dit-il. Un pour vous, une copie de secours quelque part en sécurité, et une avec quelqu'un en qui vous avez confiance. » J'en glissai une sur le porte-clés que Rose m'avait donné. Le mot « limite » brillait dans la lumière du matin. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis la maison se resserrer autour de moi comme une porte enfin fermée contre une tempête. Mais je savais aussi que les tempêtes ne disparaissaient pas simplement parce qu'on avait verrouillé les fenêtres. À 6 heures le lendemain matin, des poings frappèrent à la porte d'entrée assez fort pour secouer le cadre. J'ouvris et trouvai 2 policiers sur le perron. Sylvie se tenait derrière eux, un dossier serré contre sa poitrine et le triomphe dans les yeux. « Madame Dubois, dit un officier. Nous avons reçu une plainte. Votre sœur affirme que vous détenez ses affaires et l'empêchez d'accéder à la propriété. » Sylvie s'avança, ouvrant le dossier. Elle nous a invités à vivre ici. J'ai les messages. Elle oublie juste. Elle leur tendit les mêmes messages falsifiés que j'avais déjà montrés à Maître Dubois. Chaque ligne dégoulinant d'une version de moi qui n'existait pas. Mes mains tremblaient, mais je me forçais à parler. Ceux-là sont faux. Cette maison est à moi, et je n'ai jamais donné la permission. Je cherchais le dossier que j'avais préparé, l'acte de propriété avec mon nom seul, des photos imprimées montrant des meubles déplacés sans consentement, et mon carnet rempli de dates et de détails. Les officiers semblaient peu convaincus, jetant des regards entre nous quand des phares coupèrent la cour. Maître Dubois sortit de sa voiture, sa mallette à la main. Il salua calmement les officiers et demanda à examiner les impressions de Sylvie. « Ceci est fabriqué, dit-il après une minute, pointant les incohérences. Les métadonnées montrent que cela a été généré par une application tierce. Si cela va plus loin, la falsification elle-même pourrait être poursuivie. » Les officiers se raidirent. L'un se tourna vers moi. « Voulez-vous que ces objets soient retirés de la maison maintenant, sous surveillance ?» « Oui, dis-je, ma voix plus ferme que prévu. » Pendant l'heure suivante, Sylvie et David transportèrent leurs valises et leurs cartons sous le regard des officiers.
La chambre qu'ils avaient achetée avec mon argent volé partit aussi. Pièce par pièce, jusqu'à ce que la maison soit débarrassée de leur présence. Quand la voiture de patrouille s'éloigna enfin, le silence tomba lourd et propre. Je me tenais à la fenêtre, la clé en laiton chaude dans ma main, sachant que le dernier mot n'avait pas encore été prononcé. Le matin après le départ de la police, je traversais chaque pièce lentement, laissant le calme s'installer dans mes os. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de pas inconnu, pas de parfum persistant dans l'air, pas de meubles déplacés. Il n'y avait que moi et la maison pour laquelle je m'étais battue. Je ne perdis pas de temps. La même semaine, je déposai une demande d'ordonnance restrictive avec l'aide de Maître Dubois. La paperasse était épuisante, mais je signai chaque page d'une main ferme. La nuit, Marc revint installer une petite caméra près de la porte d'entrée et une autre près du portail arrière. Regarder les écrans briller sur mon téléphone me procurait un étrange réconfort. La maison n'était plus un terrain ouvert. Elle était mienne à défendre. Rose vint avec des sacs de terreau, et ensemble nous plantâmes des marguerites et de la lavande le long de l'allée. Je m'agenouillai dans la terre, pressant les racines dans le sol, sentant quelque chose se relâcher en moi à chaque poignée de terre. C'était ma ligne tracée en pétales et en tiges, ma preuve que la beauté pouvait pousser même après une intrusion. Lorsque le jardin fut terminé, j'entrai et accrochai le porte-clés en laiton que Rose m'avait donné à un clou sur le mur de la cuisine. Le mot « limite » brillait sur la peinture. Je restai là longtemps, le fixant, me souvenant à quel point je m'étais sentie petite et fragile lorsque Sylvie avait franchi mon seuil pour la première fois. Maintenant, à 27 ans, je comprenais que l'indépendance n'était pas garantie par un acte de propriété ou un jeu de serrure. C'était un choix que je devrais défendre encore et encore. Fragile, oui, mais toujours le mien. Quand la liberté arrive trop tôt, la protèges-tu avec la peur ou avec la fierté ?